Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro. On voulait vous entendre ce matin parce que vous avez été aux affaires pendant 6 ans à la Commission européenne, que dans le cadre de vos fonctions, vous avez rencontré Donald Trump, mais aussi l'autre homme de cette élection, Elon Musk, avec qui vous avez eu des confrontations musclées. On va en parler. Mais d'abord, première question, votre analyse de la victoire franche, nette, massive de Trump. Honnêtement, avez-vous été surpris, Thierry Breton, par sa victoire et par son ampleur ? Oui, c'est l'ampleur, je crois, qui a surpris tout le monde. L'ampleur, d'abord, du nombre de délégués qu'il a obtenus, c'est clair. Il a gagné quand même les swing states, on se souvient que c'était le sujet majeur. Mais l'ampleur aussi du vote populaire. Alors, avec une petite lecture peut-être un peu plus fine sur le vote populaire, c'est en fait l'effondrement des démocrates et non pas l'augmentation du nombre de votants donc républicains. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même maintenant entre 5 et 6 millions d'écart. C'était pas arrivé depuis 20 ans, donc ça lui donne évidemment, pour lui, c'est clair, une légitimité. J'entendais Pierre Aski à l'instant, qui disait qu'il n'y aura pas besoin d'avoir d'adultes dans la pièce. Non, il fera en sorte qu'il n'y a pas d'adultes dans la pièce parce qu'il va considérer que le seul adulte, c'est lui. Oui, c'est lui. Et en C'est lui. plus, il a le Sénat, il a la Chambre. Il a la Chambre à voir, mais Suprême. il a la Cour suprême évidemment, et la Cour suprême qui est orientée, comme on le sait, et pour longtemps. Comment vous l'expliquez, cette victoire ? C'est la personne de Trump qui a séduit malgré les outrances, c'est sa campagne qui l'a réussi, c'est l'économie, c'est l'immigration, c'est l'échec, paradoxalement, de la campagne de Kamala Harris. Bien sûr, Quelle est votre lecture ? c'est difficile, c'est bien sûr. Après tout ça, chacun y va de son commentaire et c'est un peu facile de le faire, mais il n'en demeure pas moins que c'est donc un peu tout ça, Léa Salamé évidemment. Mais moi je retiens quand même une chose des élections américaines. Ça fait depuis des années qu'on les suit. Une élection américaine, c'est aussi, et avant tout, on l'oublie un peu, c'est l'expression d'un leadership. Les électeurs américains recherchent un general in chief, un général en chef. Ils cherchent du leadership. Et il avait plus de leadership que mais c'est Kamala une évidence, Harris. qu'on l'aime ou pas, c'est une évidence que Donald Trump, c'est le leadership. Et puis alors derrière, vous avez raison, l'inflation a joué terriblement. Alors d'un côté, l'économie est en très bonne santé en termes de chômage, en termes de performance économique, mais l'inflation a joué un enjeu majeur, vous l'avez rappelé, l'immigration. N'oublions jamais que l'immigration illégale, c'est 10 fois plus que l'immigration illégale que nous avons en Europe, aux États-Unis, bien qu'il n'ait qu'une frontière, la frontière mexicaine évidemment. Donc ça joue aussi, c'est tout ça. Mais pour moi, vraiment, à la fin, c'est je crois, cette expression de leadership. Trump, il parle, il dit des choses simples, il a un programme économique simple. Et puis, quand vous écoutez les électeurs et les électrices, eh bien, il considère qu'il va faire ce qu'il dit. Et je pense que oui, il va faire ce qu'il dit. Ouais. Il est différent, selon vous, du Trump de 2016, le Trump d'aujourd'hui ? Bien sûr qu'il est différent, parce qu'il est très préparé, qu'il estime qu'il a l'expérience, qu'il est le seul à avoir cette expérience, y compris dans son entourage. Encore une fois, Pierre Aski faisait référence à juste titre au rôle de la Heritage Foundation, qui est ce think tank américain très à droite, même certains disent à l'extrême droite, qui va fournir une liste de personnalités qui pourront l'accompagner immédiatement, donc il va être opérationnel très vite. Regardez ce qui va se passer dans les 100 jours. Dans les 100 jours, il va se passer des choses. Il va créer son équipe. Mais, je le redis, ce sera lui le seul patron. Il est plus revanchard, à votre avis ? Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on va aussi voir un Donald Trump, rappelez-vous de sa phrase « Je serai dictateur pendant les premières 24 heures, les règlements de compte vont durer 24 heures et puis ça passera ». Mais souvenez-vous, il a, tout au long de sa campagne, il a égrené le nom de ceux qui lui faisaient ou lui avaient fait défaut, en leur prévoyant les foudres, le pire même. Donc oui, on peut s'attendre à ça, on peut s'attendre à tout, vous savez. Vous l'avez dit, Thierry Breton, peut-être la Chambre, le Sénat, Oui. c'est déjà fait, donc le Congrès, la Cour suprême, la Maison-Blanche, tous les pouvoirs sont réunis dans les mains de Donald Trump ou du Parti républicain. Avez-vous confiance dans la robustesse de la démocratie américaine ? Oui, l'histoire nous apprend évidemment que c'est une démocratie très, très robuste. Il n'en demeure pas moins que ce qui est
peut-être plus inquiétant, c'est le schisme que nous vivons aux États-Unis, c'est-à-dire la polarisation à l'extrême. Alors, où on a vraiment deux blocs qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, qui sont totalement à l'opposé. C'est ça qui m'inquiète peut-être un peu plus, et avec rien pour les réconcilier. C'est vrai qu'à ce moment-là, il faudrait avoir un langage peut-être plus apaisant. Or, tout nous laisse à penser que ce langage ne viendra pas, parce qu'il va vouloir réaliser, il a 4 ans, il va vouloir réaliser tout ce qu'il a dit, encore une fois. Alors, derrière, il y a le rôle aussi des réseaux sociaux. Alors, on y va qui est sur absolument majeur, Elon y Musk. compris pour créer cette polarisation. Quel a été le rôle d'Elon Musk, à votre avis, dans cette élection ? Mais vous savez, pour moi, il y a un rôle, je l'ai du reste indiqué, dans ma qualité de régulateur que j'étais alors, les réseaux sociaux, ceux qui sont des très grands réseaux sociaux, on appelle dans notre jargon des grandes plateformes, sont régulés en particulier en Europe, grâce maintenant, on est la première démocratie au monde à l'avoir fait, le DSA, vous vous en souvenez. Oui. Et donc, on ne peut pas, évidemment, utiliser ces plateformes pour amplifier massivement donc des fake news et créer donc de la distorsion, voire de l'impact, notamment sur nos démocraties. Oui, mais aux États-Unis. Mais aux États-Unis, quand on a 203 millions de followers, c'est le cas d'Elon Musk qui a 203 millions d'abonnés sur le réseau X, qui en compte à peu près 320 millions. Ça veut dire qu'il a 2/3 donc de personnes sur X et sur Twitter. Beaucoup de nos auditeurs l'utilisent, qui suivent Elon Musk, et peut-être même, et c'est des choses qu'il faudra évidemment regarder, peut-être même dont les messages sont amplifiés, sont accélérés, y compris par des algorithmes. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée évidemment aujourd'hui un impact très fort parmi tous ceux qui le suivent, et donc on peut dire de façon très claire que oui, ceux qui maîtrisent aujourd'hui les réseaux sociaux, ou en tout cas qui les utilisent, je dirais, pour eux, peuvent avoir un pouvoir supplémentaire. C'est la raison pour laquelle, en Europe, nous avons mis cette régulation pour que ça ne se passe pas. Mais avec un Trump surpuissant et un Elon Musk conseiller ou dans l'orbite du pouvoir, vous pensez que les régulations européennes ne vont pas être durement attaquées ? Mais la régulation, elle est la même pour tout le monde. Donc moi, j'ai aucun doute que c'est notre loi à nous. Elle a été votée par le Parlement européen, c'est-à-dire par le peuple européen, par nos concitoyens européens, elle a été votée par le Conseil européen. C'est pas la régulation de la Commission, encore moins celle de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes que nous avons contribué à écrire les textes. Ils ont été ensuite amendés, ils ont été appropriés par nos deux chambres. Aujourd'hui, c'est la loi européenne, et elle s'applique pour X, bien sûr, mais elle s'applique aussi pour Meta, elle s'applique aussi pour TikTok, elle s'applique pour Temu, elle s'applique pour tout le monde, et je n'ai aucun doute, elle sera appliquée. Bien sûr qu'il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interférence politique, mais on y veille. Vous savez, on y veillait déjà sur TikTok, où il était dit par certains qu'il pouvait y avoir des interférences chinoises. Eh bien voilà, il faudra que ceux qui me succèdent n'aient pas la main qui tremble pour que cette loi, qui est la loi, encore une fois, notre loi, soit appliquée, si celle-ci doit l'être. Je n'ai aucun doute qu'elle le sera. Avoir la main qui tremble ou pas en Europe, c'est la grande question aujourd'hui avec l'arrivée et le retour de Donald Trump aux États-Unis. On entend depuis hier des voix européennes un peu partout dire il est temps maintenant d'assumer notre destin. Le Premier ministre polonais Donald Tusk qui disait il y a quelques jours l'Europe doit grandir enfin et croire dans sa propre force. Très bien, mais ça, ce sont des phrases qu'on entend depuis des années. Même on a retrouvé avec Nicolas, Angela Merkel en 2017 disait la même chose, disait maintenant il est temps de grandir, de ne plus être les vassaux de l'Amérique, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Ça a été mon motto, si on peut dire, durant les 5 années de mon mandat à la Commission, puisque c'est exactement ce que j'ai dit moi-même en essayant de le décliner, précisément, cette fameuse autonomie stratégique dans des secteurs comme les vaccins, dans des secteurs comme les semi-conducteurs, dans des secteurs également comme la défense. Oui, Donald Tusk, dont je rappelle qu'il est bien entendu le Premier ministre polonais, mais qu'il a été aussi pendant 5 ans le président du Conseil européen, donc il a cette expérience européenne, il a aussi cette légitimité. N'oublions jamais que la Pologne va être le pays avec la première armée européenne, 340 000 hommes en armes, il dépense 4,1% de son produit intérieur brut pour sa défense. Donc Donald Tusk aujourd'hui fait partie de ceux qui sont écoutés, de ceux qui vont être écoutés. Et il nous dit il faut arrêter maintenant de se comporter comme si nous intermédions notre sécurité. Et il a raison. On ne peut plus intermédier notre sécurité, et il pense évidemment en le disant, aux États-Unis. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Notre sécurité, c'est tout le sujet.
qui va être maintenant débattue pendant sans doute des semaines, des mois, peut-être des années, en tout cas les années Trump. Oui, bien sûr, il faut qu'on augmente, et je me suis battu pour ça, vous le savez, pour augmenter nos capacités de production, de défense en Europe. C'est absolument majeur, et pour ça, il faut le faire ensemble. Mais reste évidemment le sujet de l'Alliance Atlantique. Et l'Alliance Atlantique, c'est quoi, Léa Salamé ? L'Alliance Atlantique, c'est évidemment, au-delà de son article 5, ou à travers son article 5 également, c'est le fait que la quasi-totalité des États membres aujourd'hui dépendent pour leur protection ultime, je pense à celle dissuasive de l'arme nucléaire, dépendent uniquement de l'OTAN, donc des États-Unis. Et donc, vous voyez, oui, avec un Donald Trump qui a expliqué que si... Pardon, on rappelle quand même, il a expliqué que si tous les États de l'OTAN ne montaient pas à 2% de dépenses militaires, eh bien, il retirait le soutien. Il retirait le soutien. Et lorsque vous avez en face un Vladimir Poutine qui vous dit qu'une puissance dotée ne peut perdre une guerre qu'elle engage, ça veut dire que pour nous, Européens, il va falloir qu'on se pose des questions fondamentales. Évidemment, d'un côté, et Donald Tusk a raison, augmenter massivement, ensemble, nos capacités de production de défense pour nous défendre seuls, mais ça veut dire aussi discuter aussi des sujets aussi fondamentaux que je suis en train de lever avec vous, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Donc, ça vous voyez, fait 3 ans qu'on dit ça. Oui, non, mais ça, c'est beaucoup plus fondamental. Et ce qui est peut-être important, Léa Salamé, c'est que aujourd'hui, en tout cas, moi, je l'espère, cet électrochoc, parce qu'il faut appeler un chat, on a vraiment l'impression, en vous écoutant tous depuis maintenant 24 heures, qu'il y a une espèce de sidération, comme si on découvre que, effectivement, voilà, Donald Trump arrive et il y a un monde nouveau qui s'ouvre devant nous. On a raison. On ne s'y est pas préparé, et croyez-moi, en Europe, on ne s'y est pas préparé. Mais moi, mon espoir, c'est qu'on se prépare précisément à poser les vraies questions, celles qui sont liées à notre sécurité, dans toutes ses dimensions, y compris sur l'Ukraine. Qui va avoir le leadership en Europe ? Vous savez bien que le nouvel homme fort, c'est Viktor Orban. Les relations sont étroites avec Donald Trump. Pour l'Amérique, le numéro de téléphone de l'Europe, c'est celui d'Orban. Ça va être ça, la nouvelle réalité pendant 4 ans ? Bien sûr que ça va être ça. Je suis allé, moi, du reste, je le voyais depuis... Lorsque j'étais commissaire, je voyais l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement systématiquement. C'était mon travail. Donc, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec Viktor Orban, y compris encore un il y a quelques semaines. Et donc, j'ai parlé de ces questions avec lui. Même si, évidemment, je partage pas du tout, vous le savez, ses opinions, en tout cas sa façon de faire dans bien des domaines. Il n'en demeure pas moins que c'est un chef d'État et de gouvernement et que oui, c'est aujourd'hui le principal interlocuteur européen de Donald Trump. Il me l'a dit comme je vous le dis à l'instant. Et effectivement, lorsqu'il a une question, vous savez, Donald Trump, il travaille avec peu d'hommes en qui il a confiance. Des très grands chefs d'entreprise, parmi les plus grands. On vient de parler évidemment d'Elon Musk. Et puis aussi les autocrates. Il aime bien les autocrates, il les respecte du reste. On l'a déjà vu lors de son premier mandat. Il faut s'attendre à le voir au cours du second. Ça ne veut pas dire qu'ils partagent leur thèse, évidemment, mais il les respecte. Et évidemment, il respecte profondément, il a confiance en lui, Viktor Orban. C'est intéressant parce que Viktor Orban a une façon de voir les choses, évidemment, qu'on connaît. Mais aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons, vous savez qu'il il reçoit tous les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres, les 26, puisque c'est la Hongrie qui reçoit, puisque il préside aujourd'hui, donc, comme vous le savez, pour 6 mois, donc, l'Union. Et donc... ils y vont tous. Ah, ils y vont tous. Alors qu'ils ne devaient pas y aller tous. Ah bah, vous vous souvenez, Léa Salamé, qu'ils avaient boudé. Il faut reconnaître qu'il était allé un peu fort, à son habitude, du reste, parce que Viktor Orban, donc, ils l'ont boudé de façon très ostentatoire. Eh bien là, il n'y en a pas un qui va rater Depuis le rendez-vous. L'élection de Trump, ils vont à part tous Pedro à Budapest. Sanchez, l'Espagnol, qui évidemment reste pour les raisons qu'on connaît en Espagne, mais tous vont y aller. Et j'ai cru savoir que sur leur table, ce soir, il y aurait un verre de champagne, parce qu'il a dit qu'il allait sabler le champagne. Ça va être très intéressant de voir ce qui va sortir. Donc vous voulez dire que les 27, qu'Emmanuel Macron, Olaf Scholz, vont sabrer le champagne pour célébrer la victoire de Donald Trump ? C'est pas ce que je dis. Je sais, le connaissant,
je peux parfaitement imaginer comment il va se comporter. Ça veut dire évidemment que derrière, que l'Europe va être divisée, parce que derrière Orban, il n'est pas seul. Il y a aussi Giorgia Meloni. Oui, et puis il y a aussi le Slovaque Fico, et puis il y a aussi les Suédois, et oui, et puis il y a aussi les Néerlandais, Trump, bien sûr, vous. et puis il y aura bientôt peut-être les Slovènes, et puis il y aura peut-être bientôt les Tchèques. C'est ça l'Europe qui est devant nous. Et vous voyez, pour tout ça, il va falloir un leadership extrême. Il va falloir vraiment avoir dans nos institutions donc des personnalités qui vont devoir tenir tout ça Emmanuel Macron. d'une main de maître. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est positionné à juste titre hier, on l'a vu, il a été, je crois, le premier à s'exprimer sur l'élection de Donald Trump. Mais vous savez, juste pour revenir sur Orban, je ne vais pas dévoiler un secret, mais il me disait, oui, Donald Trump, quand il va avoir des questions, il m'appelle d'abord, et puis il m'a dit, et qui je dois appeler après ? Et je lui ai répondu, me dit-il, non pas la tête des institutions, mais tu appelles les deux chefs d'État des deux premiers pays, et puis ça ira comme ça. Voilà, c'est ça contre quoi il va falloir lutter pour maintenir notre cohésion, parce qu'il n'y aura pas de Et elle a les réponse épaules, aux Ursula vœux. von der Leyen. Il n'y aura pas de réponse. Elle a les épaules, Ursula von der Leyen, pour incarner l'Europe. Mais il n'y a pas que Ursula von der Leyen. L'Europe, les institutions, c'est la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. C'est le président du Conseil qui va jouer un rôle extrêmement important. C'était Charles Michel, ce sera Antonio Costa, l'ancien Premier ministre portugais. Il y a la présidente de la Commission européenne. C'est à eux trois qu'il va incomber cette tâche extrêmement, j'allais dire, existentielle, de maintenir l'Europe ensemble. Ça va pas être facile. Alors, une question sur l'application Radio France qui vous est posée par Alexandre. Bonjour, Monsieur Breton. Avec votre départ de la Commission, l'Allemagne et ses intérêts n'ont-ils plus aucun obstacle dans les institutions européennes pour dérouler leur propre feuille de route? Vous savez, l'Europe, c'est pas un pays, l'Europe, c'est 27 pays. Et c'est ce qui fait la singularité de notre projet, mais aussi sa force. Je l'ai dit moi-même, il faut en permanence veiller à ce qui est à cet équilibre. Et sur l'Allemagne, dont on voit évidemment tous les jours qu'elle est dans une situation très difficile. Et avec une coalition qui a éclaté hier soir. Et d'un point de vue politique, on a donc les deux principaux pays, c'est pas injure que de leur faire, de le dire que effectivement, ils sont aujourd'hui tous les deux dans une situation qui est une situation difficile. Et donc il faut en permanence... en crise politique ouverte. Il faut maintenir en permanence, du reste sur des raisons à peu près similaires, donc problème de coalition, problème de budget. Il n'en demeure pas moins qu'il est absolument essentiel de maintenir cet équilibre franco-allemand. Je le dis, c'était le rôle que je jouais moi-même. Bien entendu, je ne défendais pas les intérêts de tel ou tel pays, mais j'essayais en permanence de maintenir une balance, y compris contre ces velléités. Je constate aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera le cas, mais j'ai lu ici ou là que dans la prochaine commission, il y aurait entre 7 et 10 directeurs de cabinet des commissaires qui seront allemands. Eh bien, c'est peut-être un signe sur lequel il faut s'interroger. Ça veut dire jusqu'à présent, vous étiez commissaire, vous veniez avec un directeur de cabinet qui était de votre nationalité. Si jamais on en a 7 ou 10 allemands, ça voudra dire quelque chose. Il faudra s'interroger ce que ça veut dire. Et il faudra évidemment éviter, s'organiser pour qu'il n'y ait pas de dérive telle que celle que vous décrivez. C'est absolument... De dérive de l'Allemagne qui gouvernerait seule l'Union européenne, c'est ce que vous dites. Franchement. En tout état de cause, il faudra éviter précisément qu'il n'y ait qu'un seul pays qui puisse porter les politiques et encore une fois, l'Allemagne est un très grand pays, c'est notre premier partenaire, mais elle est en situation difficile. C'est pas pour autant que toutes les politiques de l'Union doivent aujourd'hui servir à l'Allemagne de se sortir de la situation difficile dans laquelle elle est née. Il faut que chacun puisse y contribuer, et c'est tous ces petits signaux qu'il faudra regarder attentivement. Thierry Breton, rapidement sur l'Ukraine, pour le dire simplement, les États-Unis de Joe Biden ont 3 mois avant la passation de pouvoir pour livrer un maximum d'armes aux Ukrainiens. Moi, je pense que dans ces 3 mois qui viennent, on peut s'attendre, mais c'est un avis personnel, à ce que Donald Trump prenne déjà des initiatives, y compris avec Vladimir Poutine et avec Volodymyr Zelensky. Je pense que vous allez entendre beaucoup parler de paix dans les 100 jours qui viennent.
Est-ce que vous pensez que Donald Trump a déjà dealé la paix, comme vous dites, la paix Mais il a déjà... avec Vladimir Poutine Non, via Viktor Orban? Je n'ai pas du tout d'informations à ce sujet, mais encore une fois, il faut écouter ce qu'il dit parce que c'est très instructif. Alors bien sûr, il a dit qu'il allait régler le problème en 24 heures, on le sait, on verra comment ça se fait, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il dit à tous ses interlocuteurs que lui, il est un homme de paix et que donc il va maintenant trouver les conditions pour que cette paix ait lieu. Il faudrait pas que ça se passe, évidemment, au détriment de l'Ukraine et aussi de l'Europe. Donc là aussi, il va falloir être extraordinairement vigilant. L'Europe est au pied du mur. Sur les conséquences sur l'économie européenne de la victoire de Donald Trump, on sait que le président américain entend mener une guerre commerciale à la Chine, mais l'Europe aussi est visée, l'Europe dont il parle comme d'une mini-Chine. Nous aussi, nous allons souffrir, Thierry Breton, et je pense là, par exemple, aux producteurs de vin, de champagne, qui ont peut-être de bonnes raisons de s'inquiéter ce matin. Bien sûr, Donald Trump, on le dit implicitement tout au cours de notre entretien, il est transactionnel. C'est quelqu'un qui fait des deals, il le dit. The art of the deal, l'art du deal. Voilà, il est transactionnel, donc c'est du donnant-donnant. Qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et donc, il va être comme ça, y compris avec l'Europe, dont il considère, il l'a dit du reste largement durant sa campagne, qu'elle n'apportait pas assez aux États-Unis et qu'elle bénéficiait trop de l'aide américaine sans retour. Donc oui, bien sûr, il l'a dit. Alors, il a annoncé des augmentations de droits de douane, tariffs en anglais, tarifs dont il dit que c'est le plus beau mot de la langue anglaise. Donc, il a annoncé qu'il voulait les augmenter de 10 à 20%, à charge pour nous de nous préparer. Et c'est vrai que, je le dis, moi j'ai le sentiment. À riposter. Mais bien entendu, parce que les discussions commerciales, c'est précisément des rapports de force. C'est ce que je peux faire. Si jamais tu me fais ça, voilà ce que je te fais. C'est ces logiques transactionnelles dans lesquelles il faut qu'on rentre. Encore faut-il pour ça que nous soyons conscients de nos forces et que nous réalisions cette force, que nous l'incarnions par notre solidarité. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va être vraiment un moment là aussi existentiel pour l'Europe. Sans ça, vous avez raison. On sait très bien qui vont être les victimes. Ça va être évidemment les produits agricoles. Vous avez rappelé le vin et autres produits qui vont être eux-mêmes surtaxés. Avec des conséquences aussi, je le dis, pour nous évidemment, en ce qui concerne le chômage et l'emploi en Europe. Merci Thierry Breton d'avoir été au micro d'Inter ce matin.